Bonjour mes amis. Au Moyen-Âge, il y avait un courant philosophique qu'on appelait les scolastiques. Et en fait, une des caractéristiques principales de ce courant-là, c'est que il y avait une philosophie, il y avait un débat, il y avait une discussion, il y avait une recherche, mais en même temps, ils avaient imprimé sur de la pierre un certain nombre de dogmes et il était interdit, quelle que soit la réflexion qu'on mène, il était interdit d'aller à l'encontre de ces dogmes, de toucher à ces dogmes. Euh, C'était à l'époque médiévale, mais même aujourd'hui, nous connaissons dans notre entourage énormément de gens qui sont dans une logique purement scolastique. Par exemple, on commence par j'ai raison, d'accord? J'ai raison, toi tu as tort, voici deux dogmes intouchables, et à partir de là, on réfléchit. En fait, ce qui est caractéristique chez les scolastiques, c'est que ils ne semblent pas avancer vers une conclusion. En fait, ils partent d'une conclusion. Toute discussion part d'une conclusion qui est déjà établie et on tourne autour du pot pour revenir justement à cette conclusion-là. Une autre, je vous donne une autre. L'islam est une religion de paix et d'amour. C'est une religion de paix et d'amour. Et à partir de là, vous pouvez raisonner, vous êtes libre de parler, vous parlez quand vous voulez. Mais à partir de là, vous devez nécessairement faire le tour de la question et revenir exactement au dogme principal qui est intouchable. Donc nous sommes en train de revenir vers une époque extrêmement scolastique qui est caractérisée justement par un certain nombre de dogmes. Hein. C'est comme j'allais dire une énormité, mais je préfère me taire. Mais nous vivons une époque où nous revenons, où nous nous enfonçons, c'est peut-être le terme le plus approprié, dans ce genre de logique. Et le problème, c'est que ce genre de philosophie affaiblit les gens qui la tiennent et les empêche d'avancer sur les questions les plus élémentaires, souvent. Euh, je vous donne une autre. Vous savez, nous vivons tous dans le même, nous vivons tous dans le même environnement, nous vivons tous dans le même univers. Nous sommes entourés de faits. Hein, si on regarde les faits, on aime bien les faits. Vous savez, on dit des fois, oui, telle personne semble déconnectée de la réalité ou déconnectée des faits. Mais en fait, le problème des faits, c'est qu'ils sont relativement stériles. C'est vrai que ils sont on dit que ce qui est factuel, hein, ce qui est factuel sur le plan physique, n'est-ce pas, sur le plan de la manifestation, est forcément vrai au plan de l'énergie, au plan de la substance. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui nous porte très loin. Je connais très peu de gens qui sont excités à la vue d'un tableau Excel plein de statistiques. Il y a des gens dans la vie de tous les jours consistent à traiter des questions qui sont portées sur ce genre de tableau. Et j'en ai rarement rencontré quelqu'un me dire que c'est quelque chose qui m'excite ou une fois qu'ils ont terminé ce boulot, qu'ils le regardent avec nostalgie. Ça n'existe pas, ça. Donc, nous vivons tous dans la même factualité. Nous baignons tous dedans. Nous avons le jour, la nuit, nous naissons, nous mourons, nous tombons malades. Nos besoins élémentaires sont les mêmes d'une contrée à l'autre, d'une époque à l'autre. Je veux dire, les faits tels que nous vivons, les faits fondamentaux de notre existence sont les mêmes. N'empêche que le fait n'a pas de valeur tant qu'il n'a pas été énergisé par une émotion, par une interprétation. C'est ça réellement qui le fera vivre, parce qu'il n'y a personne qui vit au niveau d'un tableau Excel. Donc, avec les mêmes faits de base, les mêmes faits fondamentaux, nous arrivons à des centaines de religions, nous arrivons à des centaines de philosophies, de manières d'aborder la vie, à fait absolument égal. Nous pouvons, si quelqu'un vient de Mars, il pourrait aller prendre au hasard une douzaine d'humains, prendre un échantillon d'une douzaine de places sur Terre, le ramener chez lui, il leur pose des questions. Euh, les Martiens auront du mal à croire que ces 12 humains ont été récoltés sur la même planète. Ils vont croire que c'est cet échantillon-là, que chaque échantillon vient d'une planète différente. C'est pas possible. Parce que chacun raconte une histoire différente. Parce que il y a un pourcentage dans ce que chacun raconte, il y a un pourcentage de faits, mais un pourcentage aussi d'énergisation qui est lié à une émotion, une interprétation qui a été rajoutée. Et bien sûr, selon les personnes, on peut avoir peu ou prou d'émotions jusqu'à ce qu'on arrive à des personnes qui, des fois,
on va dire, un soupçon, hein, c'est homéopathique, il y a une quantité homéopathique de réalité, et tout le reste, c'est de l'interprétation et d'énergisation émotionnelle d'un certain nombre de choses qui sont autour d'eux. Alors, je disais que dans tout ça, la Terre, je ne sais pas combien au cours de l'histoire, la Terre s'est abreuvée du sang de gens qui sont morts, hein, qui ont été tués, ou d'autres qui ont tué, au nom d'une interprétation, parmi d'autres, de ces événements ou de ces faits stériles qui nous entourent. Et il est très difficile à quelqu'un aujourd'hui de justifier qu'une interprétation quelconque des événements qu'il y a autour de nous puisse valoir un sacrifice aussi ultime que celui de la vie humaine. En tout cas, il y a eu, ça c'était juste l'intro en fait, il y a eu un attentat avant-hier à Londres, où il y a un terroriste avéré, c'est quelqu'un qui, à la base, voulait poser des bombes, il voulait faire sauter des gens par des bombes, et puis il a été arrêté durant son projet, et puis peut-être que techniquement, il n'a pas réussi à aller aussi loin dans le mal. Alors, il s'est dit, à minima, n'est-ce pas, à minima, je prends un couteau, donc il a pris 2 couteaux en l'occurrence, il a scotché un sur son bras, pour ne pas le perdre, j'imagine. Ce qui prouve qu'il n'est pas complètement dénué de raison, malgré tout. Et en fait, il a été attaqué des gens au hasard, dans l'an. Au hasard, bon, j'ai vu une des victimes, un jeune, 25 ans, un homme brillant, qui étudie à Cambridge, qui est une université très difficile d'accès. Et donc, on voit que la société a sacrifié un membre très brillant pour ce luxe de garder un terroriste dans la rue, pour donner une chance à un terroriste. Il y a 2 dogmes là-dedans qui s'affrontent. Il y a 2 dogmes, en réalité, il n'y en a pas qu'un. Il y a le dogme religieux qui fait tourner le terroriste, bien sûr, mais il y a aussi le dogme qui fait tourner les juges, le dogme qui fait tourner cette société. Une société qui va se déclarer fière d'avoir aboli la peine de mort, alors qu'en fait, elle ne l'a pas abolie du tout. Elle l'a juste transférée. Hein. Elle a transféré la peine de mort. Au lieu qu'elle touche aujourd'hui les criminels, elle a été mutualisée vers la société. Donc on n'a pas aboli la peine de mort, on l'a mutualisée tout simplement. Parce que ce terroriste qui, en d'autres temps, ici dans ce pays, aurait été pendu, qui, en ces temps-ci, dans d'autres pays, d'accord, dans ce pays même, en d'autres temps, elle aurait été pendue. Et en ce temps même, en 2019, il y a beaucoup de pays pour beaucoup moins que ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Il n'aurait pas pu avoir la vie sauve. Il n'aurait jamais relâché dans la rue. Ici, le Royaume-Uni déclare, hein, en tant que société, on déclare que nous sommes prêts à souffrir de la mort, nous sommes prêts à mourir pour que des criminels qui ne valent même pas un oignon en termes de valeur puissent avoir le droit, encore une fois, de circuler dans la rue. Donc, il a été condamné à 16 ans de prison en 2012 hein, pour l'attentat à la bombe qu'il n'a pas pu réaliser. Et il a été libéré l'année dernière, n'est-ce pas? Et donc, il était interdit de Londres normalement, mais on lui a donné une autorisation spéciale pour qu'il aille assister à un atelier de réinsertion, où il s'agissait d'écrire des textes. Donc, il a profité de cette autorisation, il est parti vers cet atelier, il s'est armé de 2 couteaux, il a tué 2 personnes, il en a blessé 12, et il s'est fait flinguer. Donc, voilà l'histoire voilà où nous en sommes. Vous savez, il y avait une femme, une chanteuse algérienne de l'ouest algérien, et elle avait une chanson assez poignante. Elle parlait d'elle-même, elle disait regardez comme je suis foutu, regardez comme j'ai perdu la tête. Elle a dit, le marabout écrit et moi je le paye. Le marabout écrit, hein, lui il écrit des textes pour moi et moi je le paye. En fait, c'était une femme qui allait mal, c'était une femme qui avait beaucoup de difficultés dans la vie. Et à un moment donné, vous savez, les gens, quand ils sont mal, des fois, ils sont prêts à faire feu de tout bois, tout ce qui leur permet d'obtenir un espoir, ne serait-ce qu'illusoire, qu'éphémère. Ils sont prêts à aller dedans.
Et donc, elle a été chez le marabout, il lui a dit, oui, pour de l'argent, je peux écrire une sorte de texte sorti d'un grimoire qui renversera la situation. Elle lui a donné de l'argent. Et il a commencé à écrire. Et pendant ce temps-là, elle a réalisé à quel niveau elle était descendue. Lui, il écrit et moi, je le paye. Et en fait, nous sommes dans une société aujourd'hui dans le même niveau qui libère des assassins, qui libère des tueurs, qui les laisse errer dans la rue et qui se dit, ma foi, une bonne partie d'entre eux vont tuer, ça c'est sûr, des gens de la société civile et des gens très respectables qui n'ont tué personne vont se retrouver dans une morgue, mais c'est le juste prix à payer pour ce luxe, parce que vous savez, il y a chaque chose qu'on veut dans la vie, elle a un prix. Alors, il y a des choses qui coûtent 5 euros, des choses qui coûtent 50 000 euros, des choses qui coûtent 1 million, n'est-ce pas? Et puis il y a des choses qui coûtent des vies humaines. Il y a des choses, ça c'est le luxe ultime. C'est le luxe où on ne va même pas le payer par de l'argent, il n'y a aucun argent qui pourrait le payer. Ce luxe se paye par le sang humain. Et c'est ce luxe-là que nous sommes en train de payer dans cette société et dans d'autres aussi. Je pense que la France, vous n'êtes pas très loin d'une situation extrêmement similaire. Et donc, dans une logique scolastique, normalement, les journalistes auraient dû aller à la recherche d'un divers ou similaire, ou à la rigueur d'un musulman de préférence, qui aurait essayé de bloquer, n'est-ce pas, l'assassin, le tueur. Ils ne l'ont pas trouvé, donc pour le moment, parce que c'est un classique, vous savez. Parce que la première victime, c'est qui? La première victime, c'est pas le gars qui est à la morgue. C'est pas sa femme qui est en train de le pleurer. C'est pas ses enfants. La première victime, c'est l'islam, bien sûr. Parce que nous sommes dans cette logique-là. La première victime, c'est l'islam. Okay, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Ceux qui tuent en son nom ne l'ont pas compris. Ça exige quand même, la difficulté de ce raisonnement, ça exige quand même d'effacer 1400 ans d'histoire. Ça exige d'effacer des siècles de conquêtes qui ont impliqué des millions de gens, qui ont bouleversé la vie de millions de gens, qui ont causé des massacres, l'esclavage, tout ça. Des villes rasées de la carte. Mais voilà, nous sommes dans ce dogme, et le dogme est intouchable, et il faut l'observer en toutes circonstances. Et tout raisonnement doit couler dans le dogme, et doit aller valider le dogme. Donc voilà, mes amis, ça va rien faire, on va pas changer en profondeur. On va pas changer en profondeur. J'ai vu en France que votre ministre de l'Intérieur, il a dit que l'islamisme est l'ennemi de l'islam. C'est sympa, ça. C'est une bonne... C'est là où exactement où vous guide. C'est là où vous guide exactement les frères musulmans et autres organisations. C'est tout simplement à penser cela. De toute façon, je me demande même si l'occidental pense, honnêtement. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté de penser en 1945. À partir de là, son histoire s'est complètement renversée et on est dans un cours historique aujourd'hui de destruction complète. Donc, on a cette idée que pour se défendre de l'islamisme, il faut islamiser. Construisons des mosquées, que la République prenne à bras-le-corps la question, qu'elle défende l'islam, qu'elle parle l'islam, qu'elle fasse connaître l'islam. Et puis le jour où vous allez vous réveiller dans un califat, vous auriez compris que vous avez fait fausse route. Enfin, il y a des gens qui le comprennent maintenant. Mais il faut distinguer, n'est-ce pas? Il faut distinguer entre l'intelligence individuelle et l'intelligence collective. Vous savez, prenez Boeing par exemple, il leur arrive que des déboires. Récemment, ils ont pratiquement ouvert un Boeing 777 en deux. Il n'y a pas eu mort d'homme durant des tests. Pourtant, chaque personne est compétente. Sauf que quand on arrive à un système complexe, le système complexe en soi a une personnalité, a une âme, a une attitude, un tempérament. On peut le décrire pratiquement par les mêmes caractéristiques qu'on utiliserait pour un humain, a une intelligence ou une stupidité. Et en fait, on peut tout à fait, dans des organisations complexes, comme à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une civilisation, d'une entreprise, on peut avoir des personnes qui sont individuellement très compétentes, très calées, bien intentionnées, mais on obtient, en tant qu'organisation,
n'est-ce pas? On obtient une organisation qui est un QI à 2 chiffres. Et je crois que l'Occident est à ce stade-là. L'Occident est au stade littéralement à bouffer du foin. Je pense qu'il conviendrait de le dire. Hein. C'est une stupidité, mais je veux dire, avec une stupidité pareille, honnêtement, tu n'as même pas besoin d'avoir des ennemis. Hein. Tu n'as même pas besoin d'ennemis, en fait. Hein. Tu deviens l'ennemi de toi-même, en tant qu'organisation, bien sûr. Parce que l'Occident, individuellement, quand tu rencontres les gens, en général, ils ont tous plus ou moins une lecture assez juste de la situation. Je ne parle pas des extrêmes, mais la majorité des gens ont une lecture très, très, très nette et très claire de la situation. Mais l'Occident, en tant que groupe, c'est un veau qui va à l'abattoir. Joyeusement, hein, joyeusement. Qui dit, de toute façon, c'est pas tous les gens qui travaillent à l'abattoir qui ont tranché le coup au veau. Hein. D'accord, hein, tu prends le gars qui à l'abattoir, qui est l'électricien, qui est en train de réparer la machine, ou le gars qui est en train de peindre, ou autre. Hmm, il n'a pas directement tué de veau, lui. Hein, d'accord. Enfin, je pense, je vais en arrêter là, avant de dire beaucoup plus que ce que j'ai dit déjà. J'avais d'autres idées en tête, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour. Et puis, merci d'avoir suivi. J'espère que vous aimez le son de cette voiture. Alors, vous savez, je suis toujours nerveux quand j'arrive avec une nouvelle voiture. Elle n'est pas à moi, celle-ci. Elle m'a été prêtée par l'assurance. Je pourrais vous la montrer de l'extérieur à l'occasion. Mais juste, j'ai pas envie que ça aille se répéter, que ça lui a été donné par Israël ou par l'Iran ou par, comme on l'a vu déjà par le passé. D'accord. C'est juste mon voisin, il m'a emplafonné ma voiture, donc l'assurance m'a donné une, c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, je vous laisse et puis je reviens dans quelques jours ou ce week-end, ça dépend quand je trouverai l'énergie. Ce week-end, mais il est déjà fini le week-end, déjà. Allez, à bientôt mes amis.